On peut commencer. Donc, bonjour à tous, bonsoir plutôt. Je suis ravi de vous retrouver ce soir, 30 juin, donc, pour ce webinaire organisé par l'association France-États-Unis, comité de Nantes Atlantique. Après le rendez-vous manqué du 10 juin, donc je voulais présenter mes excuses auprès de ceux qui s'étaient inscrits pour le 10 juin et malheureusement, on n'a pas pu honorer ce rendez-vous qu'on a dû annuler la dernière minute pour des raisons de santé et on n'a pas pu malheureusement vous transmettre à temps. Il y avait un souci de connexion. On n'a pas pu malheureusement vous transmettre à temps l'annulation. Donc, je vous prie encore une nouvelle fois de nous en excuser. Et je profite pour remercier Grégoire d'avoir bien voulu reprogrammer assez rapidement ce webinaire, puisque tout était prêt et tout était dans les starting blocks et c'était un départ manqué. Alors, au cours de cette soirée, qui durera environ 1 heure, c'est le format qu'on s'est fixé. Après, s'il y a des questions, on pourra déborder un petit peu pour ceux qui le souhaiteront. Donc, une présentation de Grégoire qui durera environ une quarantaine de minutes. Pendant cette présentation, il y a un onglet en bas qui vous permet de poser vos questions, un onglet discussion. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et moi et Grégoire, on essaiera de les regrouper pour pouvoir les poser en fin de webinaire. On aura un petit mot juste avant de James Duvernay, qui est le consul des États-Unis pour le Grand Ouest, donc consul des États-Unis qui est basé sur Rennes. Qui nous dira un petit mot et que je remercie vraiment chaleureusement de sa présence, qui nous aide dans nos activités, qui a un fort soutien et un grand sportif. Et je sais aussi pour ce soir, c'est comment un sujet qui l'intéresse particulièrement. Rapidement, France-États-Unis, je ne veux pas être trop long, c'est une association, donc nous sommes sur Nantes, donc nous sommes une association d'amitié franco-américaine. On organise diverses activités à distance, comme ce soir, webinaire. Je ne vous cache pas que Covid oblige, on a dû se lancer dans ces manifestations à distance. Sinon, c'est plus des activités que l'on fait en présentiel à Nantes et sa région. Mais le distanciel a aussi du bon, puisque ça nous permet de côtoyer et de rencontrer des personnes un petit peu plus lointaines, notamment d'autres comités de France-États-Unis, parce qu'on est 22 comités en France. Donc, je sais qu'il y a des homologues de Normandie, du sud de la France, de Marseille, de La Rochelle, du Loir-et-Cher, j'en oublie sûrement, donc je les remercie de leur présence et je les salue. Et le webinaire a un autre avantage, puisque donc moi je suis sur Nantes, Grégoire, on s'est rencontrés à Nantes, mais depuis maintenant 1 an et demi, si je ne me trompe pas, Grégoire est à Bordeaux. Donc c'est ce qui permet aussi que cette soirée peut se faire à distance. Donc voilà, on utilise les moyens techniques qui j'espère vont tenir toute la soirée. Avant de passer la parole à Grégoire, James, est-ce que vous souhaitez dire un petit mot ? Oui, Stéphane, bonsoir, merci beaucoup. Vous m'entendez bien tous? Oui, on vous entend très bien. Très bien, ok. Bon, Monsieur le Président de l'Association France-États-Unis Nantes, cher Stéphane, Monsieur Grégoire Ingibaud, and dear members of the association, en tant que consul des États-Unis d'Amérique pour les pays de la Loire, la Normandie et la Bretagne, je suis vraiment ravi de me joindre à vous ce soir pour cette conférence sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comme Stéphane a dit, et ça c'est la randonnée et le sport, plus largement. Je tiens tout d'abord à remercier les membres de l'association France-États-Unis Nantes pour l'organisation de cette conférence et vraiment tous les efforts et toutes les activités que vous organisez au cours de l'année. J'ai eu le plaisir de travailler auprès de vous pendant bientôt 3 ans. Et j'admire et je suis très reconnaissant envers vous pour vos efforts dans l'esprit de l'amitié franco-américaine. Donc, je tiens aussi à saluer Grégoire qui va prendre la parole d'ici 2 minutes. Il va témoigner sur son expérience vraiment incroyable dans mon pays, sur ce chemin qui fait rêve, Pacific Crest Trail.
Comme vous savez tous, mais c'est important de le dire encore une fois, l'Association France-États-Unis est un partenaire de premier ordre dans l'important travail de construction de l'amitié et de la compréhension franco-américaine correspond parfaitement aux objectifs du consulat des États-Unis pour le Grand Ouest de la France. Donc, la conférence ce soir nous montrera comment les merveilles naturelles de nos pays respectifs peuvent offrir un autre moyen de rapprocher nos peuples. La compétition sportive plus généralement et les activités physiques de plein air, comme la randonnée, sont d'excellents moyens d'apprendre à connaître un pays et ses habitants. Pour parler rapidement de ma propre expérience, j'ai couru mon tout premier marathon en France, alors que j'étais étudiant à Paris. Et je me suis découvert une passion pour cette discipline que je poursuis toujours. Depuis, j'ai eu la chance de parcourir quelques-uns des magnifiques GR en France, dont le GR20 de Corse et le Tour de Mont-Blanc. Ceci dit, ces chemins sont très courts par rapport à ce que Grégoire a fait. Donc, Monsieur Grégoire Angibault, j'espère que je prononce pas trop mauvais, nous parlera de son expérience sur l'un des sentiers de grande randonnée des États-Unis. En effet, le PCT est l'un des 3 sentiers de grande randonnée américains, avec également le Continental Divide Trail et l'Appalachian Trail. Ces 3 sentiers ressemblent au système français des GR, avec toutefois quelques différences dont M. Angibault parlera probablement. L'accomplissement d'une randonnée complète sur l'un de ces grands sentiers est un exploit incroyable, dont rêvent presque tous les randonneurs aguerris, mais qu'une petite partie seulement parvient à réaliser. Le PCT est particulièrement difficile. Sa longueur est 100 fois supérieure à celle d'un marathon et son terrain varie entre les extrêmes du désert et de la haute montagne, avec à peu près tout ce qui se trouve entre ces 2 extrêmes. Pour la plupart d'entre nous, seule la randonnée de quelques sections du PCT serait possible en raison des énormes exigences logistiques, physiques et mentales de randonnée de bout en bout. Mais en tant que randonneur du PCT, Grégoire l'a fait en entier, sur 4200 km, de la frontière américaine avec le Mexique à celle avec le Canada. Comme vous, j'imagine, vous tous et toutes à tous, j'ai hâte d'entendre le retour d'expérience de ce through hiker à propos de cette aventure unique. Encore une fois, un grand merci, ravi d'être avec vous, même à distance. Et nous sommes à quelques jours de notre fête nationale, donc je profite de l'occasion à vous souhaiter Happy 4th of July et excellente conférence à tous. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci James. Joyeux Code Juillet à vous également. Avant de te donner la parole, Grégoire, je voulais juste saluer deux personnes que je crois percevoir, que j'ai croisées sur Facebook ce matin. C'est Jérôme et Marion, qui eux aussi ont un projet. Tu verras, Grégoire, je t'en ai touché un mot, qui se passe aux États-Unis. Alors, c'est plus Utah et Arizona, je crois. C'est un sentier de 1300 km au sein de parcs nationaux. Et donc, c'est un projet pour avril de l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Je mettrai le lien à la fin là, pour que vous puissiez aller jeter un œil à leur site internet et à leur préparation. Grégoire, bah, tu as la parole. Réactive ton micro. Et puis, je vous rappelle à tous, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet discussion. À toi, Grégoire. Bonjour à tous. Stéphane, petit problème, j'arrive pas à partager mon écran. Alors, essaye, normalement ça va être bon. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà, donc j'espère que vous voyez tous bien mon écran. Je pense que c'est bon, ouais. Parfait. Ouais, ok, super. Bon, bah déjà, voilà, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Super introduction de James Duvernay, merci beaucoup. Je vais pouvoir
aller assez vite sur les premières slides, c'est très bien. Donc voilà, donc je vais vous raconter mon aventure sur le Pacific Crest Trail, qui est donc, comme on a dit, la traversée des États-Unis du sud au nord. Alors, voilà. Donc en français, chemin des crêtes du Pacifique. Donc c'est un peu plus de 4200 km. Il y a environ 147 km de dénivelé positif. Pour donner un ordre de grandeur, c'est comme si je m'étais amusé à grimper 16 fois l'Everest à la suite, de la base, du niveau de la mer jusqu'au sommet. Il traverse donc 3 États, donc on est totalement dans l'ouest des États-Unis. Il traverse 3 États, la Californie, l'Oregon et le Washington. Et en fait, il suit les montagnes qui sont la Sierra Nevada et les Cascade Range. Voilà. Voilà. Problème technique, pardon. Il traverse 7 parcs nationaux, notamment les plus connus, le Yosemite, le Crater Lake ou encore le Sequoia National Park. Voilà, donc il commence à la frontière mexicaine, à El Campo, qui est un tout petit village à quelques heures de San Diego, et il finit à Manning Park, donc au Canada, à quelques heures de Vancouver aussi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a amené tout d'abord à faire ce Pacific Crest Trail? Donc, on va remonter quelques années en arrière. Je suis à Paris, je travaille pour des grandes entreprises. Et un jour, je me dis, j'en ai un peu marre de cette vie-là et je quitte tout pour voyager. Donc, en fait, en tout, pendant 3 ans, le Pacific Crest Trail a été mon dernier voyage. Et donc, je suis allé découvrir le monde. Je suis allé en Norvège, au Canada, en Colombie. Et j'ai notamment fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc du milieu de la France jusqu'à Saint-Jacques. Et donc, j'ai découvert le plaisir de marcher pendant 3 mois d'affilée. Et en fait, là, j'ai rencontré énormément de monde, et notamment donc les gens qu'on voit sur la photo, qui sont donc Donga et Yerin, qui est un couple de Coréens, Thibaut, qui est un ami belge, et Jeff, qui est un ami américain. Ouais, ça va pas. En fait, c'est Donga et Yerin qui sont revenus vers moi un jour et qui ont fait bah, on aimerait bien faire le PCT, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ils proposaient ça à Thibaut et à moi. Et je leur ai fait bon, bah, je vais réfléchir quand même, c'est pas rien. Et je reviens une semaine plus tard vers eux et je leur dis ouais, non, mais pas de souci. C'est parti, on fait ce défi, ça a l'air chouette et tout. On part début mai prochain, je suis chaud. Et ils m'ont fait, bah non, 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 finalement, nous, on pensait faire que 1 mois. Et j'ai fait, non, non, moi, je pars sur la totalité. On fait le début ensemble ou on s'arrange. Et Thibaut était comme moi en mode, on fait tout ou on fait pas. Donc on est parti. Donc, à Yerin, on fait du coup le premier mois. Et puis après, on s'est séparés. Et ce qui m'a donné aussi envie de le faire, donc le film Wild, alors je ne sais pas si certains l'ont vu, ça raconte l'histoire de Cheryl Strayed, qui est une jeune américaine qui a fait une partie du PCT à un moment dans sa vie, ça l'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup inspiré en fait quand je l'ai vu. Alors je pensais pas faire le PCT quand je l'ai vu la première fois, mais c'est vrai que ça m'a donné envie. Alors pourquoi j'ai accepté en fait. J'avais envie, comme je disais, de retrouver cette sensation de liberté que j'ai trouvée sur le chemin de Saint-Jacques, qui est de marcher pendant plusieurs mois d'affilée. En fait, c'est un retour à l'essentiel. C'est vraiment au cours d'une journée, on pense qu'à 4 choses en gros, c'est marcher, avoir assez d'eau, avoir à manger et où dormir. On revient à des choses vraiment basiques et on n'a quasiment plus aucun problème autour et c'est vraiment une sensation de liberté en fait. C'est assez fou. Et en plus de ça, en plus, ce que m'apportait le Pacific Crest Trail par rapport au chemin de Saint-Jacques, c'est le défi physique. C'est-à-dire que c'est quand même plus physique, je vais revenir là-dessus plus tard, et c'est à faire dans un temps donné, donc voilà, on peut pas non plus s'arrêter partout et profiter partout, il faut quand même marcher assez bien. Une question qu'on me pose souvent, c'est le matériel que j'avais. Alors,
Globalement, alors déjà, j'ai passé des mois à constituer mon matériel. En un mot, c'est le minimum. Le but de tout PCT hiker, donc marcheur du PCT, c'est d'avoir le moins de poids possible dans son sac. Moins on a de poids, plus on a de chances d'aller au bout. Par contre, il faut quand même avoir tout l'essentiel. On va quand même traverser énormément de climats, énormément ouais, voilà, d'environnement, etc. Donc, il faut pouvoir être paré à tout constamment contre tout ce qui peut arriver. Donc, du coup, moi, je suis parti avec un sac qui était environ dans la moyenne. J'avais environ 7 kilos sur le dos en poids de base. Donc, poids de base, c'est tout sauf les consommables, donc sans l'eau et la nourriture. L'eau au maximum, j'ai porté 6 litres sur mon dos. Et la nourriture, j'avais entre 5 et 7 jours au maximum. Il faut compter 1 kilo par jour. Donc, je dirais globalement, le maximum que j'ai eu sur le dos, c'est 20 kilos. Donc là, en haut à gauche, on voit mon sac à dos. En bas à droite, on voit ma tente, qui est une Tarp Tent Notch. Donc là, j'ai mis mon Big Four. Donc c'est les quatre objets les plus importants avec le poids à côté pour ceux qui veulent. Et j'avais un objet confort, comme on appelle ça. C'est un objet qui n'est pas nécessaire, mais qu'on a tous un petit objet. Il y en avait, c'était les ukulélés, voilà. Moi, c'était ma liseuse. J'avais quasiment 1 millier de livres dessus et je savais que j'aurais assez pour tout le PCT largement. Le parcours. On peut diviser le parcours en 5 grandes régions. La Californie du Sud. Donc là, c'est le désert de Mojave, en fait, il fait très chaud. La High Sierra, donc la Sierra Nevada, donc là, on passe dans la haute montagne. Californie du Nord, on repasse dans de la moyenne montagne. Oregon, là, ça va plutôt être des forêts avec des volcans isolés. Et Washington, donc on passe dans de la montagne un petit peu plus escarpée. Justement, on va voir en détail chaque région. Donc la première région, là j'ai débuté le 5 mai et commence par le désert. Il faut savoir que c'est quand même un désert, donc il fait très chaud tout simplement. J'ai eu alors bon, après une fois on m'a dit qu'il faisait 42 degrés, j'avais pas de thermomètre sur moi, mais voilà. Que régulièrement je pense plus de 40 degrés en journée. Donc, du coup, il faut adapter les journées de marche. On ne peut pas se permettre, même si moi je résiste très bien à la chaleur, et c'est quelque chose que j'ai apprécié, je ne pouvais pas marcher en plein cagnard en pleine journée. Donc du coup, je me levais tôt, je marchais entre 7 et 11 heures, puis je mangeais, je faisais une sieste et je repartais entre 16 et 20 heures, 22 heures, voilà. Je suis pas quelqu'un qui aime marcher de nuit, donc j'ai pas pris cette option. Il y en a plein qui l'ont fait. Et voilà, mais c'est un choix. Moi, j'aime bien voir les paysages. J'aime pas, voilà, j'aime bien être de jour. Donc du coup, j'ai toujours marché de jour, mais voilà. C'est une région où il y a très peu d'eau. Donc c'est pour ça, je disais tout à l'heure que des fois j'ai porté jusqu'à 6 litres d'eau. C'est parce qu'en fait, on pouvait avoir 30 km sans eau. Donc faut avoir assez sur soi pour tenir toute la journée. Et comme il fait très chaud, et ben on boit beaucoup. Donc du coup, 6 litres, c'était pas de trop. C'est clairement pas. J'arrivais souvent à la fin de la journée avec toutes les gourdes vides et j'étais bien content de retrouver de l'eau. C'est un serpent, donc il fait très froid la nuit. C'est vrai que j'ai pas dit, mais j'avais quand même un bon duvet. Je suis un frileux, et donc du coup, j'avais un bon duvet, donc j'étais très content d'avoir un bon parce qu'il faisait quand même régulièrement des températures négatives la nuit, donc ça fait un beau delta de température. Et dans la Californie du Sud, j'ai découvert les serpents. Donc là, en haut à gauche, on voit le tout premier que j'ai rencontré. Il était plutôt petit, hein, c'était pas très impressionnant, mais déjà pas rassurant. Il bougeait pas du tout, donc j'ai fini par l'enjamber. Et alors celui tout à droite, en fait, donc c'est un serpent à sonnette. Et celui-là, c'est le premier serpent à sonnette que j'ai rencontré. Et en fait, il était vraiment en plein milieu du chemin et il m'empêchait de passer, tout simplement. Et donc, bon, bah, au début, j'ai essayé de passer, je sentais que je l'énervais, donc j'ai reculé. J'ai reculé plus loin pour qu'il me voie plus. J'ai attendu 2 minutes, je suis revenu pour voir s'il était toujours là. Il était toujours là. Je lui ai lancé des cailloux, ça avait l'air de plus l'énerver qu'autre chose. Donc, je me sentais vraiment bloqué, surtout que j'étais de chaque côté du chemin. En fait, il y avait des buissons, donc je pouvais pas juste le contourner, tout simplement.
Et en fait, c'est donc un couple de Suisses, donc Dario et Maya, qui sont devenus de très bons amis, qui sont arrivés à ce moment-là et qui m'ont dit, bah non, mais c'est tout simple, en fait, il suffit de leur jeter de la terre. Donc c'est ce qu'on a fait, et effectivement, le serpent, directement, il est parti dans les buissons. Donc voilà, petite anecdote. Et donc le serpent en bas à gauche, je crois que c'est le plus gros serpent. Je sais pas si ça rend très bien sur la photo, mais voilà. C'était quand même un très très gros serpent. Et quand je l'ai vu, je faisais pas le fier. Donc voilà, ça c'est. J'en ai mis d'autres pour vraiment montrer qu'il y avait de toutes les formes, toutes les couleurs. C'était un peu. J'en voyais un petit peu tous les jours. C'est surtout le jour 3 où j'en ai vu 6. Donc j'ai appris à les gérer. Au bout d'un moment, ça fait plus peur. Faut juste faire gaffe. Et c'est pas. J'ai connu aucune histoire où il y a eu des problèmes avec les serpents. Donc au bout de 40 jours, on arrive à un lieu mythique qui s'appelle Kennedy Meadows, qui pour tout PCT hiker, c'est l'objectif du départ. C'est-à-dire que vu que c'est tellement long, 4250 km, on se dit pas mon objectif c'est le Canada. On y va par objectif successif et le premier objectif c'est Kennedy Meadows. On y arrive au bout d'environ 40 jours et c'est un endroit où au milieu de nulle part il y a une piste et là il y a deux bars tenus par des anciens hikers. Il y a un petit shopping, une petite grocery store où on peut acheter tout ce dont on a besoin, mais c'est vraiment, enfin, quand j'y étais, 98% des gens, c'était des marcheurs du PCT. Donc j'y ai passé quelques jours avant de m'élancer pour la Sierra Nevada, donc la haute montagne, où là on oscille entre 3000 et 4000 mètres. Et la grosse différence avec le sud de la Californie et le désert, c'est que tout d'un coup l'eau est abondante, donc on n'a plus besoin de porter 6 litres, donc ça fait très plaisir au dos. Donc on a un demi-litre, 1 litre d'eau, et par contre il y a un risque, ce sont les ours. Et donc, on est obligé de porter ce qu'on appelle une bear canister. Et c'est une sorte de grosse boîte où on met toute notre nourriture dedans. Et ça coupe l'odeur et ça protège aussi si jamais les ours veulent prendre notre nourriture. En fait, ils ne peuvent pas. Donc, on était obligé de poser ça à distance de notre campement. Et ça, c'est la version officielle parce qu'en fait, officieusement, il y a tellement de moustiques par endroit qu'on n'a pas envie, une fois qu'on a posé la tente, on n'a pas envie de ressortir de la tente, tout simplement. Parce que quand je parle de tellement de moustiques, c'est vraiment des centaines de moustiques, tigres, évidemment, qui des fois m'ont empêché de me poser, m'ont empêché de faire une pause pour boire ou surtout pour manger. Parce que en fait, dès que je m'arrêtais, j'avais une nuée de moustiques sur moi et c'est très dur. Enfin, mentalement, des fois, c'était assez compliqué. Mais à côté de ça, voilà, ce sont des paysages splendides. J'aurais voulu mettre toutes les photos que j'ai prises quasiment. Voilà, j'en ai sélectionné 2. Donc, comme je disais, on oscille entre 3000 et 4000 mètres et on a le mont Whitney qui est le sommet le plus haut des États-Unis continus. Alors, je vois la question, j'en profite pour répondre. La Bear Canister, je l'ai récupérée à Kennedy Meadows, oui. Je l'avais envoyé, du coup, j'avais envoyé un colis à Kennedy Meadows et du coup, j'ai récupéré là. Et le mont Whitney, c'est donc 4421 mètres, donc c'est le plus haut sommet des États-Unis sans Alaska et Hawaï, et qui est à seulement un jour de marche du PCD, donc quasiment tout le monde va le faire. Donc là, moi, je suis allé faire, bien sûr, ce sommet avec le lever de soleil en haut. Donc, comme je vous en parlais, les ours, donc j'avais la bear canister pour m'en protéger, entre guillemets. Il faut savoir que les ours, c'est quand même un animal peu dangereux, sauf s'il faut, voilà, en fait, il y a une situation où j'ai failli être dedans, qu'il ne faut pas se retrouver, c'est être entre un petit et la mer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de marcher tranquillement sur le trail. J'entends du bruit sur ma droite, je regarde et je vois du coup un ourson qui est en train de s'amuser à monter et à descendre sur un arbre. Donc il avait l'air de jouer et tout, donc je trouve ça chouette. Et là, au bout d'une seconde, je réalise et je fais merde, où est la mer? Parce que là, si je suis entre les deux, je serais pas aujourd'hui, là, en train de vous raconter cette histoire, je pense.
Et donc, elle était juste à côté, j'avais de la chance. Et donc, elle était là en mode, bon, ça va, t'es assez loin, reste ici, mais t'amuses pas trop. Donc, j'ai pris quelques photos, j'ai profité, mais je suis resté pas plus de 2 minutes parce que enfin, voilà, j'avais pas envie de risquer ma vie non plus. Et donc, je suis reparti. Et la photo de droite, alors bon, on voit pas grand-chose, mais si vous regardez bien entre les arbres tout au fond, en fait, on aperçoit un ours, enfin une grosse touffe de poils qui est un ours, et là, qui était vraiment un ours immense que j'ai rencontré. En fait, j'étais hors du trail à ce moment-là parce que j'étais allé faire mes besoins un peu en dehors. Et donc, je reviens vers le trail et là, il y a un ours immense sur ses deux pattes arrière qui me barre le passage et qui est en train de donner des baffes à un arbre. Donc, il y a l'écorce qui vole et tout. Moi, je trouve ça splendide. Je m'arrête, je le regarde. Et là, il se remet sur ses quatre pattes et du coup, bah, il vient vers moi. Et là, en fait, bah, je suis à la fois subjugué par la beauté, c'est impressionnant, c'est très beau comme animal. Et en même temps, bah, je suis aussi un peu terrorisé parce que je me dis, mais c'est quand même dangereux, mine de rien. C'est peureux, mais c'est dangereux. Enfin, voilà, faut pas qu'il nous représente comme un danger, en fait. Et du coup, bah, à partir de ce moment-là, j'avais deux voix dans ma tête. J'en avais une qui me disait, bah, tu sais comment faire, calme-toi, faut se faire grand, faut reculer doucement et tout. Et j'en avais une autre qui me disait, non mais enfin, là, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Et si jamais il commence à courir vers toi, tu laisses ton sac, tu pars en courant. Alors, c'est la chose à pas faire, hein, je le précise. Surtout ne pas faire ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est arrêté à 5 mètres de moi et il a fini par me regarder, parce que jusque-là, il m'avait pas regardé. Et il m'a contourné. Et donc, du coup, ben, moi, le temps que je reprenne mes esprits, que j'arrête de trembler avec l'adrénaline que j'avais eue, ben voilà, j'ai eu cette belle photo floue, mais qui permet de raconter l'anecdote de cette rencontre. Alors après, du coup, tous ces beaux sommets, ces beaux paysages, on arrive à la partie de la Californie du Nord. Californie du Nord, on m'avait prévenu avant, c'est la partie où, après le désert où il y a beaucoup d'abandon à cause de la chaleur et des gens pas assez préparés à ce qui les attend, c'est là où il y a le plus d'abandon aussi, parce qu'en fait, je dirais pas que c'est moche, loin de là, c'est très joli, mais c'est monotone. C'est-à-dire qu'on va avoir des paysages qui vont se répéter pendant des jours, voire des semaines. Et en plus, moi, en 2018, du coup, il y a eu énormément de feux de forêt. Alors, c'était pas des feux de forêt proches du PCT, mais c'était en fait la fumée. La fumée, des fois, elle peut parcourir des centaines de kilomètres et du coup, elle bouchait la vue. Donc, il faut se dire que pendant 1 mois et demi, j'ai quasiment vu aucun paysage. J'ai dû avoir 3 jours de beau. Donc là, bah, en fait, faut s'accrocher. C'est très dur mentalement. J'avais de la chance à ce moment-là, je marchais avec 4 amis de Hong Kong. Et donc du coup, bah, voilà, on se remontait le moral les uns les autres, on discutait, on faisait nos pauses ensemble, on discutait le soir. Voilà, c'est s'accrocher à ces petits plaisirs en fait du quotidien, de manger, de s'arrêter dans une ville, de se faire un bon resto. Voilà, c'est là-dessus que bah, c'est du mental, surtout. Parce que physiquement, ça devient moins dur, en fait. Et la photo en bas à droite, c'est en fait le jour, je pense, où la fumée était la plus dense, où il y avait même un petit peu de cendre qui tombait. Donc là, bah, j'ai mouillé mon bandana et je l'ai mis devant ma bouche pour protéger bah, mes voies respiratoires. Et ben, ce jour-là, j'ai perdu 2 amis hongkongais qui ont décidé de skipper une partie parce qu'ils trouvaient ça trop dangereux. Et j'ai eu de la chance, en fait, moi j'ai continué et le lendemain, ça s'est découvert. Donc j'ai pu continuer, mais sinon, je pense que si ça continuait comme ça, c'était dangereux quand même au niveau santé. Donc j'aurais, j'aurais, j'aurais skippé une partie aussi. Et donc, après la Californie du Nord, on arrive en Oregon. Alors l'Oregon, c'est assez plat, c'est des forêts et c'est des volcans, donc comme on voit le mont Jefferson en bas à droite, isolés, qui vont ressortir comme ça assez haut et qui sont vraiment splendides avec tout le paysage qu'il y a autour. Les feux de forêt, plus j'allais vers le nord, moins j'en Comme ça, avais je vois dans mieux. la fumée. Et du coup, voilà, j'ai pu voir de plus en plus de paysages. C'était très agréable. Bon, malheureusement, Crater Lake, quand je suis passé, ben, il y avait de la fumée, donc j'ai pas pu.
On voit en bas à gauche, ça c'est aussi une réalité malheureusement, c'est les arbres brûlés, donc ça c'est les années précédentes, hein, c'était pas récent, sinon on ne serait pas passé, ça aurait été trop dangereux. Mais voilà, c'est des arbres, voilà, des passages où quasiment pendant une journée entière, bah, je marchais dans ce genre de paysage, donc c'est un peu déprimant, mais voilà, c'est une réalité aussi malheureusement. Et j'ai noté défi de 5 jours parce que en Colombie, j'ai rencontré un Américain, donc Andrew, avec qui je suis devenu ami. Et il m'a dit, bah, écoute, j'habite pas loin du PCT en Oregon, ça serait chouette que tu passes me voir bah, quand tu passes du coup. Et j'ai fait, bah écoute, pourquoi pas, on se tient au courant. Et donc j'étais à Ashland, et donc c'est 250 km environ avant Bend. Et là, je me dis, il travaille, j'ai envie de le voir, donc il faut que j'arrive un week-end. Et là, je calcule et je me dis, bon, bah, il faut que je fasse ce chemin en 5 jours. Donc, ça veut dire 50 km par jour. Ce qui est une bonne distance, mais en fait, voilà, comme je disais, l'Oregon, c'est un peu plus plat que les autres sections. Et surtout, ça fait déjà 3 mois et demi que je marche. Donc, je me suis dit, allez, c'est un défi, je le fais. Donc, j'ai réussi. Donc c'était un beau défi. Après, bon, je me suis senti un peu seul par moment. C'est quand même long, ça m'a un peu fatigué. Donc c'est vrai que après je me suis bien reposé du coup chez mon ami et quand je suis reparti, je me suis dit bon, je fais plus ce genre de défi. Maintenant, je profite à fond. Mais j'ai aucun regret d'avoir fait ça aussi. Ça fait partie. Vraiment, faut marcher. Enfin, le PCT, c'est vraiment un endroit où on marche comme on le souhaite et donc voilà, on fait ce qu'on veut dessus. Et donc, à la fin de l'Oregon, je suis arrivé donc à ceux qui ont vu le film Wild, peut-être vont se souvenir du Bridge of the Gods et le pont des dieux. Et donc, qui est le pont qui fait passer de l'État de l'Oregon à l'État du Washington. L'État du Washington, je pense que ça a été ma section préférée pour plein de raisons, mais en fait, elle a très mal commencé. C'est-à-dire que là, ça fait 4 mois que je marche, j'ai eu globalement 3 demi-journées de pluie, c'est quelque chose dont je ne me soucie plus du tout. J'arrive à Washington et j'ai 4 jours de pluie d'affilée. Mais quand je dis d'affilée, c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est dormir dans les nuages, c'est être constamment trempé. Donc ça veut dire bah, évidemment les affaires trempées, les chaussures trempées, les chaussures gelées le matin parce il recommence à faire froid, on est en septembre. Le duvet qui est trempé, donc qui chauffe plus beaucoup, c'est un duvet à plumes, donc du coup des nuits très froides. Et j'ai eu notamment un matin où en fait je pouvais pas manger, tout simplement parce que bah, j'avais les mains gelées et je pouvais pas ouvrir mes barres de céréales en fait. Et j'avais beau marcher et j'arrivais pas à manger et donc il a fallu heureusement vers 10-11 heures, quelque chose comme ça, il y a eu un rayon de soleil, j'ai pu me sécher un peu, j'en ai profité pour essayer de sécher mon duvet du mieux possible et j'ai pu commencer à manger ce jour-là. Enfin voilà. Cette- Ces 4 jours de pluie, c'est quand même globalement, c'est le seul moment où j'ai pensé abandonner. C'est vrai que jusqu'ici, en fait, l'abandon n'était pas du tout dans mes idées, dans mon optique, voilà, des fois c'était dur, des fois voilà, mais j'étais toujours en mode, bah, c'est dur, mais ça ira mieux, voilà, c'est compliqué, mais voilà, je suis fatigué, bah, je vais me reposer. Là, en fait, c'est la première fois que je me suis dit, si c'est ça, il me reste environ, ouais, 3 semaines, 3 semaines, un mois de marche. Si c'est ça pendant tout ce temps, bah, j'ai pas envie parce que je voyais pas de paysage, enfin voilà. Et donc du coup, c'est le seul moment du PCT, je pense où j'ai pensé à l'abandon. Après, heureusement, le temps s'est amélioré et j'ai appris à gérer un peu plus la météo. Donc, je checkais un peu plus régulièrement sur mon portable. Donc, j'ai un peu plus utilisé mon téléphone pour regarder la météo. Et notamment, il y a eu un moment où la météo disait 3 jours de pluie non-stop. Je suis arrivé pile poil à ce moment-là à un chalet. J'ai fait OK, c'est parfait. Je m'arrête là 3 jours et puis ça sera. Et puis je regrette pas du tout parce qu'en plus c'était vraiment un chalet très très sympa.
Et donc une fois ce passage de pluie passé, en fait, bah, du coup, il y a Washington, c'est un peu ouvert à moi et notamment ces paysages splendides. Et en plus, on était en automne, donc c'est des couleurs vraiment extraordinaires. La photo que vous voyez en haut à gauche, moi je suis toujours très déçu quand je la vois parce que je trouve qu'elle représente quasiment rien de la beauté de cet endroit quand j'y étais. C'est vraiment des couleurs très fortes, c'est des montagnes splendides et en plus c'est une montagne assez escarpée donc voilà, c'est régulièrement de nouveaux paysages. Et pour l'anecdote, du coup, j'ai fait quand même le dernier jour de Washington, donc le dernier jour du PCT, je me suis réveillé sous la neige. Donc j'étais bien content d'arriver parce que ça faisait une semaine qu'il faisait vraiment très très froid et il était temps d'arriver et on était le 30 septembre. La faune, on va dire, endémique du Washington, c'est les wapitis. Alors, j'ai pas de photos parce que c'est rare d'en voir. Alors, les wapitis, c'est elk en américain, c'est des sortes de grands cerfs un peu blancs. C'est en fait des grands animaux où il y a des chasseurs qui viennent pour essayer de les avoir et donc ils sont avec des arcs et tout et donc j'en ai croisé pas mal et à un moment je me suis dit bon je vais quand même essayer de parler avec eux parce que bon j'ai un petit a priori sur les chasseurs, ça c'est très personnel et je me suis dit ouais, c'est un peu con, autant s'ouvrir et puis parler et voir un peu ce qu'ils disent. Et en fait c'est des gens vraiment super intéressants et qui m'ont expliqué que c'était vraiment tout un défi, que ils en tuaient peut-être un, ils arrivaient à en avoir un tous les 5 ans, alors qu'ils venaient ici tous les ans, un mois. Et c'était tout le côté aventure qu'ils adoraient et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je fais une petite photo d'eux. En plus, ils sont beaux avec leurs arcs et tout. Voilà. Et donc là, on voit les autres animaux que j'ai pu voir. Donc là, c'est tout au long du PCT. J'ai pas pu les placer avant parce que, comme je disais, enfin, j'aurais pu vous faire un slide de 15 000 photos, mais bon, on n'a pas le temps. Et donc, du coup, donc là, on voit au milieu, c'est un coyote. Donc, c'est une sorte de petit loup. En haut à gauche, tu as un lézard à cornes, donc ça c'était plutôt dans le désert. Le coyote, je l'ai vu dans la Sierra Nevada. Donc j'ai vu énormément de biches, de cerfs, j'ai vu des lièvres, le tamia qui est le sorte de petit rongeur, le tout petit écureuil qu'on voit à droite. Voilà, donc j'ai vu en fait énormément d'animaux, donc là j'ai mis quelques photos pour que vous puissiez vous rendre compte. Une question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce que je mangeais sur le PCT? Alors là, vous avez les détails d'une journée type. Alors, c'était pas toujours exactement ça, mais globalement, c'était quelque chose comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que on se dépense énormément sur le PCT et donc du coup, il faut manger énormément. Sauf qu'on porte notre nourriture, donc du coup, on ne peut pas porter très lourd. Donc il faut des aliments qui nous permettent d'avoir tous les nutriments, les protéines et tout, et qui en même temps sont légers, donc c'est-à-dire qu'ils sont riches. Donc je dirais pas que je mangeais équilibré, loin de là, mais j'ai essayé de trouver une sorte d'équilibre qui me permettait d'avoir assez d'énergie. Et donc l'objectif, comme je mets, vu qu'on se dépense énormément, c'est 3 à 4 000 calories par jour. Là où on dit que pour une personne classique, pour un homme, je crois, c'est 2000 calories. Donc voilà, donc on est au double, et ça c'est sur le trail, et il faut savoir que globalement on perd du poids. Donc quand on s'arrêtait tous les 5 à 7 jours, je m'arrêtais, je faisais du stop sur le bord de la route pour aller au village ou la petite ville la plus proche, racheter de la nourriture, quasiment tout le temps. Je me faisais un gros resto et quand j'en profitais aussi pour dormir dans la ville, bah, je faisais mais vraiment des restos, enfin matin, midi et soir. Et là, les milliers de calories, je les compte plus. Je sais pas. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en gros, je faisais 5 repas par jour. Un premier petit-déj où je mangeais des céréales.
instantané. Après, je prenais des bars sur le deuxième petit déjeuner, donc après environ 2 heures de marche. Le midi, je prenais des tortillas où je mettais du beurre d'amande. Donc je suis allergique aux cacahuètes, donc je ne pouvais pas prendre du beurre de cacahuète, ce qui est bien dommage parce que c'est vraiment un aliment génial pour la randonnée. C'est très riche, très gras, mais c'est du bon gras. Donc du coup, c'est très bon, très très bon. Le beurre d'amande, c'est quasiment la même chose. Je mettais du fromage. Alors, désolé pour les Américains, le cheddar, c'est quand même pas très bon. Donc, bon, j'en ai mangé plein, malheureusement, parce qu'il y a quasiment que ça. Mais dès que je trouvais du parmesan ou un autre fromage, je me jetais dessus et j'en achetais plein parce que voilà. Je mettais des chips dedans et des feuilles d'épinards. J'essayais d'acheter quelque chose de frais à chaque fois que j'allais, tous les 5-7 jours, donc faire mon resupply. Et donc, je mettais des feuilles d'épinards, des fois j'avais de l'avocat ou des œufs durs ou des choses un peu pour changer comme ça. Choses qui se conservent pas longtemps, hein, mais je me faisais plaisir. Donc, j'avais un goûter l'après-midi, évidemment, des fruits, des oléagineux, des fruits secs, des barres de céréales, des bonbons, des fois. Et le dîner, moi, c'était un repas chaud. Alors, il y en a beaucoup qui, pour le poids, décident en fait de ne pas avoir de réchaud, donc mangent froid tout le long pendant 5 mois. Moi, j'aime bien avoir mon petit confort, donc j'avais mon réchaud et je mangeais des repas chauds le soir. Donc ça peut être, voilà, c'est comme je mets des ramen, de la purée de pommes de terre, donc soit au fromage, soit à l'ail, qui était ma préférée. Sinon des pâtes, donc les fameux mac and cheese, pour ceux qui connaissent. Voilà, ou au Knorr qui fait des repas instantanés aussi. Et si j'ai encore faim derrière, bah, bien sûr, je grignotais avant de dormir. Un point que je trouve super important, c'est en fait la générosité que j'ai rencontrée sur ce trail. Donc on les appelait les Trail Angels, donc les Trail Angels qui font des trails magiques tout simplement. Les Trail Angels, la plupart du temps, c'est des locaux ou des anciens hikers ou des parents d'un hiker ou d'un ancien hiker, voilà, qui viennent sur le bord du chemin et qui nous offrent quelque chose. Mais vraiment, enfin, il y a même des fois où c'était juste une glacière posée sur le bord du chemin. J'ouvrais la glacière, c'était rempli de bière. Voilà. Et rien. Enfin, c'était vraiment en mode gratuit. Ils ne demandaient rien en retour. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Enfin, c'est une générosité pure. Donc là, j'ai mis quelques photos. En haut à gauche, c'est le tout premier que j'ai vu. En bas à gauche, ça a été c'est un restaurant au lac Tahoe qui offrait des pizzas. Donc voilà, évidemment, on est allé. Donc bah, j'en profite pour vous présenter mes amis hongkongais. En bas au milieu, alors c'est quelque chose que j'ai pas évoqué, mais c'est des water caches. Et les water caches, qu'est-ce que c'est en fait? C'est des caches d'eau, tout simplement, dans le désert. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas des gens qui venaient et cachaient de l'eau, voilà, comme ici, en fait, on aurait pu avoir des sections de 2 voire 3 jours sans eau. Donc ça aurait été encore plus compliqué de faire ce trail parce que 3 jours sans eau, c'est-à-dire qu'il faut vraiment emporter sur son dos. Et en fait, il y avait des gens qui venaient et qui remplissaient constamment les bouteilles d'eau. Mais des fois, c'était des milliers de litres qui étaient à un endroit. Et des gens venaient sur des pistes au milieu de nulle part et remplissaient. Alors, je les ai pas vus, on m'a raconté. Mais voilà, donc là, c'est une des formes de générosité que j'ai pu rencontrer. Et j'ai eu des gens qui m'ont offert toute leur nourriture à la fin de leur randonnée parce qu'ils étaient juste partis pour quelques jours. J'ai eu des gens qui ont fait des détours d'une demi-heure pour me déposer au bon endroit, d'autres qui sont revenus après avoir entendu notre histoire, qui sont revenus les bras chargés de bière et de coca. Enfin voilà, c'est vraiment, il y a vraiment une générosité au bord, tout autour de ce chemin qui est impressionnante. Et je voulais justement notamment parler de 3 endroits qui sont très spéciaux et vraiment dans cet esprit. Donc c'est Hiker Heaven. Hiker Heaven, c'est le jardin de particuliers qu'ils ouvrent pendant tout l'été au PCT Hiker et où on vient et on pose notre tente dans le jardin. Si on a de la chance, on peut dormir dans des caravanes ou des camping-cars ou des mobil-homes, mais il y a très peu de place.
On peut se faire livrer de la nourriture. Il y a des douches à l'extérieur. Il y a des sodas en libre service. Il y a des vêtements si on a besoin. Il y a des tondeuses si on veut se couper les cheveux. Il y a ce qu'on appelle les PCT box, les hiker box, pardon. C'est vrai que je l'ai pas mis dans la présentation, mais c'est des endroits où les gens qui ont des choses en trop, on pose dedans et comme ça, n'importe qui peut récupérer. Donc, c'est de la nourriture, c'est des chaussures, c'est en fait parce qu'il faut savoir il y a beaucoup de gens qui fonctionnaient par colis. Ils envoyaient leurs colis tout au long du chemin. Sauf qu'on prévoit toujours des choses et ça se passe pas toujours comme on a prévu. Et souvent, ces gens-là, je dis ces gens-là parce que moi, j'ai pas beaucoup utilisé, sauf en cas de nécessité. Et ces gens-là, du coup, prévoyaient beaucoup de nourriture et remarquaient que c'était trop. Et donc, du coup, ils mettaient leur nourriture dans les hiker box. Et du coup, il y avait des gens qui fonctionnaient quasiment que au hiker box, c'est-à-dire que ils allaient de hiker box en hiker box pour récupérer de la nourriture, ils avançaient sur le trail, etc., etc. Donc ça va dans tout un peu un écosystème où il y a de la générosité. Un grand monde des bisounours quand même, ce monde-là. En haut à droite, vous voyez Hackerton, donc c'est sans doute un décor de cinéma. Il y a beaucoup de légendes autour de ce lieu. Où en fait, c'est pareil, c'est accessible. On peut camper n'importe où. On peut payer pour dormir dans la prison. On peut prendre une douche chez le shérif. Et en fait, il y a un van qui est à dispo. Il y a toujours les clés dessus. Et on peut le prendre et aller jusqu'à l'épicerie la plus proche et acheter notre nourriture et puis revenir. Et voilà, c'est vraiment un libre service. Ça veut dire que moi, je suis arrivé. Je sais même pas qui gérait ce lieu-là et tout. On m'a dit, hop, il y a le van là-bas, va t'acheter à manger. J'ai pris le van et je suis allé m'acheter à manger. Et c'est assez fou. Enfin, cette simplicité, cette générosité, parce que les gens, c'est quand même, je ne sais pas combien de centaines de personnes prennent ce van chaque année, c'est assez fou, quoi. Casa de Luna, c'est un lieu aussi, c'est géré vraiment, enfin, pour moi, c'est une hippie, c'est pour les hippies. En fait, c'est un lieu où on est obligé de porter des chemises à fleurs. On doit développer notre créativité en peignant des pierres dans le jardin. Du coup, c'est un grand camping, un peu en mode labyrinthe, un peu psychédélique. Et c'est vraiment un endroit où on se sent bien. Alors moi, j'y suis resté qu'une seule nuit, mais j'ai croisé quelqu'un qui était là depuis 14 jours et qui m'a dit, écoute, enfin, moi, je pense que c'est la fin de mon PCT. Il faut savoir que là, on est encore dans le désert, donc on est encore au début. Mais il disait, bah voilà, je me sens trop bien ici, je vais pas repartir. Donc voilà, c'est assez drôle. Et en bas à droite, on voit Janet, donc c'est une Trail Angel qui m'a hébergé chez elle à Ashland. Donc là, j'étais tout seul chez elle, j'avais une chambre, j'avais un grand lit, grand confort. Et puis après, le lendemain, elle m'a ramené à la route. Après, elle m'a envoyé des messages pour savoir où j'en étais. Elle m'a même envoyé des messages en France une fois que j'étais arrivé en France. Donc vraiment très 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 sympa. Donc voilà, je fais une petite dédicace. Alors, en bilan, comme je le note, voilà, donc 149 jours du 5 mai au 30 septembre. Mon but, c'était de finir avant octobre. Ben voilà, un jour près, j'ai réussi. Comme je disais, vu qu'il y avait de la neige le dernier jour, je suis très content parce qu'après, il a neigé. Bon, il y a eu un bel été indien après, donc d'autres gens ont pu terminer, mais bon. Ils étaient tous très contents parce qu'il faisait quand même commençait à être très très froid. La dernière semaine a été quand même très rude. Je dirais que j'ai eu un jour sans, un jour où vraiment j'étais pas bien. C'est au nord de la Sierra Nevada où j'avais une douleur au mollet qui m'a obligé à m'arrêter. J'avais de la fièvre. J'étais vraiment vraiment pas bien. Le moral était vraiment tout en bas et du coup, ce jour-là, ouais, j'ai dû m'arrêter à 11 heures et puis délirer toute l'après-midi dans ma tente à cause de la fièvre. Et je suis reparti le lendemain, doucement, et j'ai retrouvé quand même la joie d'être sur ce chemin parce que, bon, si on compare le ratio, un jour 100 pour 149 jours, voilà, ça veut tout dire. Donc 4250 km, je l'ai déjà dit.
Voilà, pour moi, c'est une des plus belles aventures de ma vie. J'ai vécu beaucoup d'émotions, des très bonnes comme des, on va dire, tristes, des fois. Voilà. Ça chamboule beaucoup quand même au niveau mental, le fait de marcher toute la journée, le fait de se déconnecter totalement du monde dans lequel on vit. Voilà, ça fait passer par beaucoup de choses. C'est un gros travail sur soi-même. Et il y a quelque chose où j'aimerais quand même insister, c'est plus accessible qu'on ne le pense. Alors, il faut quand même avoir un peu de temps, un peu d'argent, évidemment, mais ça, j'ai envie de dire, on peut se le créer. Et j'ai vu des gens qui ont commencé le chemin et qui n'avaient qu'une toute petite expérience en randonnée, limite, ils avaient fait que des randos à la journée et qui ont réussi à aller au bout. Alors après, on fait le PCT comme on le souhaite, de la façon qu'on le souhaite. Moi, j'ai tenu à faire chaque kilomètre, mais il y a des gens qui, quand il y avait une section qui leur convenait pas, eh ben, ils ont skippé une partie pour voilà, aller à une section plus jolie. Et voilà, c'est vraiment la devise, c'est hike your own hike. Donc, c'est-à-dire marche comme tu le sens, en fait. C'est vraiment, fais le PCT que tu veux et on s'en fout. Et voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire autre chose, mais j'ai plus en tête. Mais voilà, en gros, c'est ça que je voulais dire, c'est que vraiment c'est accessible à tout le monde aussi. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas marché 149 jours, je vous rassure. Je me suis arrêté quand même, notamment voilà, je me suis arrêté 3 jours à San Francisco. Je me suis arrêté 4 jours à Bend pour voir mon ami Andrew. Je me suis arrêté 5 jours à Mammoth, après en fait une section de la Sierra Nevada où j'avais pas acheté assez de nourriture. Donc j'avais dû aller très vite et en mangeant pas assez pour pouvoir compenser le fait que j'avais oublié mon deuxième petit déjeuner dans mes achats. Voilà, l'oubli con en faisant ma liste, j'avais oublié ça, de prendre en compte ça. Et alors que ça faisait déjà quasiment 2 mois que je marchais, mais voilà, c'est un petit étourderie qui fait que derrière j'avais envie de me reposer. Et donc du coup, je me suis arrêté 5 jours à Mammoth. J'en ai profité pour aller visiter le parc du Yosemite notamment. Voilà, enfin, voilà, j'ai plein d'anecdotes. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps, mais je vois que j'ai déjà un peu dépassé le temps. On va passer aux questions si vous en avez. J'espère que, en tout cas, j'étais explicite et que je vous ai donné quand même un peu envie. Voilà. Donc, j'ai pas trop regardé le fil de. Juste, je viens de poser une question, moi, Grégoire. C'est au quotidien, tu croises beaucoup de monde sur le sentier ou parce que on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le parcourent ce sentier. Ouais, alors c'est un sentier, du coup, avec le film Wild, c'est vrai, ça a vraiment fait un boom. Du coup, on a besoin d'avoir un permis pour faire ce sentier, qui nous permet en plus de traverser gratuitement tous les parcs nationaux, qui logiquement sont payants pour certains, euh, et, euh, et qui nous autorise à être sur ce trail. J'ai été contrôlé une seule fois, pour tout dire. Voilà, il faut dire un jour de départ et on est 50 à pouvoir avoir une place chaque jour. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de dire, mais en fait, le truc, c'est que au début, c'est un désert, donc faut pas partir trop tard, parce que sinon, il fait très chaud. Donc, c'est pour ça, début mai, on était déjà un peu dans la post-saison. C'est plutôt mi-fin avril qu'il faut partir. Et après, il y a des grandes montagnes, donc du coup, faut pas arriver trop tôt sinon il y a de la neige. Et à la fin, c'est quasiment le Canada, c'est le Washington, donc faut pas arriver trop tard, sinon il y a de la neige encore. Donc du coup, voilà, il y a un permis qui permet de limiter le nombre de gens qu'il y a sur ce trail. Mais globalement, au début, je croisais énormément de gens. Le désert, c'est un peu une grande fête aussi. Et après, j'ai quand même eu des périodes où pendant 3 à 4 jours, je croisais peut-être une personne ou quasiment personne. Voilà. Donc c'est un équilibre, ça dépend. Des fois, je marchais avec des gens, des fois, je marchais tout seul. J'ai fait beaucoup de rencontres, donc du coup, ouais. C'est au début beaucoup de gens, et puis après, ça s'éparpille quand même. Tu vois les Euh, questions
Ouais, je vois. Alors, mon prochain projet, j'en ai plusieurs en tête. J'ai notamment, on m'a parlé donc pareil, un trail qui traverse l'Israël. Donc, c'est un Israélien sur le trail qui m'en a parlé et qui apparemment est très sympa. C'est une sorte de PCT en plus condensé. Donc, c'est environ un ou 2 mois. J'ai pas envie de faire de bêtises. Je crois que c'est 1000 km. Qui a l'air très sympa. Sinon, il y a bien sûr le CDT, donc James Duvernet en a parlé avant, donc qui, euh, qui est le Continental Divide Trail, donc il y a un autre trail des États-Unis qui lui est un peu plus long, un peu plus dur et qui en fait est au milieu, dans les Rocheuses américaines, au milieu des États-Unis. Et donc, avec un désert plus chaud, avec des montagnes plus dures et avec des grizzlies donc qui sont un peu plus agressifs que les ours, donc c'est pour ça qu'il est réputé plus dur. Et sinon, il y a aussi la traversée de la Nouvelle-Zélande qui me tente beaucoup, donc qui est un très beau pays. Voilà. Alors, je parcours beaucoup d'Européens, quand même majoritairement des Américains, des Canadiens. Je dirais que c'est de l'ordre de 60%. Après, va y avoir des Japonais, des Coréens, des Hongkongais qui vont être là aussi, et des Européens, mais des Français, j'en ai très très peu croisé. En fait, voilà, j'ai quasiment pas parlé français pendant 5 mois. Et oui, petite chose aussi qui est rigolote, c'est que on s'appelle tous par des trail names, par des surnoms en fait. Et donc du coup, moi, j'ai pas été appelé Greg pendant 5 mois quasiment. Donc voilà, c'est un peu le truc bizarre quand je suis revenu en France, tout le monde m'appelait Greg tout d'un coup. Ça m'a fait un peu bizarre. Par rapport au film Wild et l'idée que tu te faisais du trail, c'est comment? Alors, c'est différent. Le film Wild enfin, raconte une histoire à une époque où le trail n'était pas exactement le même. C'est-à-dire, il y avait très peu de gens qui le faisaient. Donc, on voit Cheryl Strayed qui vraiment lutte contre la solitude, qui a des moments, c'est très dur. Elle a très peu de faire du stop, ça avait l'air compliqué. Enfin voilà, c'est, j'ai pas vécu la même aventure qu'elle du tout, en fait, tout simplement. Moi, j'ai été, en fait, enfin, j'ai l'impression que le trail m'amenait ce que j'avais besoin ou envie constamment, et donc du coup, quand j'avais besoin d'être seul, j'étais seul. Quand j'avais besoin d'être entouré, j'étais entouré. Donc voilà, donc très très différent. C'est très dur de dire. Mon trail name c'était Speedy parce que je marche vite. Voilà. Donc c'est une des toutes premières personnes avec qui j'ai marché, un Canadien, Doc, Michael, qui m'a trouvé ce nom parce que lui déjà il marchait vite et à un moment je l'ai doublé et il a fait mais enfin, d'où tu marches aussi vite? Alors moi je marchais vite mais par contre je faisais des pauses tout le temps, ce qui fait qu'au final j'avançais pas tant que ça en une journée. Mais voilà, donc j'avais ce surnom, donc c'était rigolo parce que les gens ils disaient toujours mais attends pourquoi je suis 3 jours devant Speedy et tout. C'est que je m'arrête tout le temps, voilà tout simplement. J'ai fait dans le sens sud-nord. Le sentier peut se faire dans le sens nord-sud. Oui, oui, il peut se faire dans l'autre sens, mais c'est plus compliqué parce qu'on a encore moins de temps. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, du sud au nord, on a en gros, moi j'ai fait 5 mois, c'est la moyenne, hein, globalement. Si vous regardez sur d'autres sites et tout, je pense que tout le monde parle de 5 mois. Mais en gros, on a une fenêtre de tir de 6 mois, en gros. Par contre, dans le sens nord-sud, eh ben, on peut partir que beaucoup plus tard, le temps que la neige fonde dans l'État du Washington. Et puis, il faut arriver avant que la neige arrive dans la Sierra Nevada, ce qui fait qu'en fait, eux, ils ont que 4 mois pour le faire, ceux qui ont fait du nord au sud. Donc, faut marcher encore plus vite. Donc du coup un peu plus compliqué, mais ça se fait aussi. Ça se fait aussi, j'en ai croisé. Il y en a du coup beaucoup moins qui font dans ce sens-là, c'est beaucoup moins répandu.
Les plus beaux paysages, selon moi, très dur, très très dur. Comme je disais, j'ai adoré le Washington. Franchement, j'ai vraiment adoré le Washington parce qu'en plus j'étais en automne, c'était vraiment beau, les couleurs, il y avait vraiment du jaune, du rouge, du vert, du bleu, avec les montagnes grises derrière, enfin c'était vraiment très très beau, des endroits perdus, enfin vraiment fantastique. Après j'adore la haute montagne, donc j'ai adoré la Sierra Nevada et le désert, pour moi ça a aussi été une découverte. C'est la première fois que je marchais dans un désert. Voilà, j'ai pas dit, mais je suis passionné de randonnée déjà. Et donc, du coup, j'ai déjà randonné dans pas mal de coins du globe. Mais j'avais jamais fait dans un désert. Et c'était un peu une appréhension. Et au final, il y en a beaucoup qui trouvent ça un peu répétitif et puis dur. Moi, j'ai adoré aussi cette partie. Est-ce que c'est mieux de le faire seul ou à plusieurs? Alors personnellement, je conseillerais presque de le faire seul. Je suis parti à plusieurs. Faut savoir qu'au final, on s'est séparés très vite parce qu'on n'avait pas les mêmes attentes. Après, on est resté en très bons termes, il n'y avait pas de souci. Parce que voilà, lui, il voulait marcher de nuit et moi, j'étais plutôt de jour. Mais le fait de le faire seul, je trouve que quand on est seul, on est beaucoup plus ouvert aux rencontres et on est beaucoup plus attentif à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Comme je disais, marcher tout le temps, toute la journée, en fait, c'est quand même quelque chose qui fait beaucoup réfléchir, même si on s'en rend pas compte. Et donc, du coup, le fait d'être seul, ben, ça permet en fait d'aller vraiment au fond de ses pensées et des fois de faire émerger des choses. Et c'est pour ça que je disais, il y a des fois, j'ai pleuré limite sans raison sur le chemin, parce que je repensais à des vieux souvenirs, mais qui en fait s'écoulaient. Le film Wild a bien suivi le livre, peut-être plus de détails dans son livre. Exactement. Globalement, il suit bien. Il le suit bien, comme j'ai envie de dire, comme à chaque fois qu'on voit un film, bah, je conseille de lire le livre parce qu'il est beaucoup plus détaillé et on comprend beaucoup plus l'aventure aussi de ce qu'elle a vécu, les galères et tout. Il est très très intéressant, il est bien écrit, vraiment, et bien traduit en français aussi. Pendant le trail, tu échangeais avec tes amis et ta famille. Oui, alors au début, c'était pas prévu. Je suis quelqu'un d'assez solitaire et je m'étais dit, bah voilà, c'est l'occasion de couper. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, j'avais envie de donner des nouvelles. Donc je commence à donner des nouvelles à une personne, puis à deux, puis à trois, puis à quatre. Puis je me dis, bah, c'est un peu con parce que je fais quasiment des copier-coller à chaque personne. Donc j'ai fini par faire un groupe WhatsApp où bah, petit à petit, en fait, les gens ont été au courant de ça et donc ont demandé à être ajoutés, etc. Donc j'avais à la fin, je sais plus combien de personnes, pas énormément non plus, mais qui suivaient mes aventures où tous les 3 à 7 jours, je racontais tout ce que j'avais vécu. Enfin, j'essayais en tout cas de raconter tout ça. Merci pour ce reportage, Victorien. Où as-tu été au Canada? Alors, Caroline, je ne sais pas si tu veux parler du Pacific Crest Trail ou de mon précédent voyage. En tout cas, Pacific Crest Trail, on arrive au Manning Park, qui est un parc tout au sud du Canada, donc dans merde, comment ça s'appelle? La Colombie, je sais plus quoi. Colombie canadienne, en gros, je sais plus, pardon. Et donc, du coup, à 3-4 heures de Vancouver. Colombie-Britannique, merci. Et donc à quelques heures de Vancouver, donc un petit parc. Et pour l'anecdote, ce qui était rigolo, c'est que en gros un an avant, j'étais du coup au Canada et j'ai vu l'arrivée du PCT, sauf que à ce moment-là, je voyais pas trop ce que c'était et j'avais aucune idée que j'allais le faire un an plus tard. Donc voilà, quand je suis arrivé un an après, j'ai fait ah mais je connais ici, donc c'est rigolo. Mes campements seuls ou en groupe, ça dépend. Ça dépend. Des fois, j'ai marché du coup en groupe. J'ai eu un premier groupe, du coup, bah, les 3 premiers jours, mes amis, puis un autre groupe pendant 40 jours, pendant quasiment tout le désert. Puis, comme je disais, donc mes amis hongkongais avec qui j'ai pas mal marché aussi. Quand je marchais au groupe, j'essayais de dormir avec eux, globalement. Par contre, ça m'est arrivé entre eux, même des fois pendant, de camper seul. Voilà. On a, en fait, c'est très bien balisé et on a aussi sur notre téléphone, il y a sur notre smartphone,
il y a des applications qui permettent de savoir où est-ce qu'on peut camper. Donc c'est vrai que ça facilite énormément. On se dit, bah, tiens, je vise tel endroit. Bon, après, des fois, il y a une place pour camper. On arrive, ben, soit on campe sur un endroit qui est pas terrible, qui est pas droit, où le sol est tout cabossé, soit on va un peu plus loin, où il n'y a pas d'eau, par exemple. Enfin, voilà. C'était coup de blues à mon retour, oui, clairement. Il y a vraiment ce qui s'appelle ça a un nom, c'est je sais plus. En gros, c'est la déprime post-PCT qui touche, je crois, je sais pas. J'ai l'impression que je dirais peut-être une personne sur deux. Alors voilà, je dis un chiffre comme ça et que j'ai eu. C'est vrai que en fait, le fait d'être toujours dehors, toujours comme je disais dans un monde simple, à penser à des choses simples, le fait de revenir euh, dans ce monde où ben, en fait on se prend la tête sur pas mal de trucs qui servent à rien et ben ça fait bizarre et du coup c'est vrai que en plus moi j'arrivais plus à dormir entre quatre murs. Savoir que toutes les pauses que j'ai fait dans les villes ou les villages, où des fois je m'arrêtais du coup quelques jours, comme je le disais, j'essayais de trouver un camping parce qu'en fait, quand je me mettais dans un hôtel, eh ben, je ne dormais pas. Je sais pas, j'étais coupé de la nature et j'arrivais plus à dormir, donc j'étais pas bien. Et bon, c'était peut-être aussi parce que je mangeais 10 000 calories dans la journée, c'est possible. Mais voilà, enfin, donc du coup, oui, le coup de blues a été rude et a duré assez longtemps, mine de rien. Je pense qu'il a duré quelques mois quand même. Ouais. Le film Into the Wild est très sympa aussi, ouais, 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 vraiment chouette. Le site du hack PCT que tu as utilisé. Alors, oui, je veux pas de souci. Je pourrais peut-être l'envoyer à la liste des participants, parce que là, je l'ai pas sous la main, malheureusement. Mais c'est le site officiel du PCT. Je crois que si on tape Pacific Crest Trail official ou quelque chose comme ça, on doit tomber dessus directement. Et donc, il faut s'inscrire. Ben, il faut avoir un visa. Donc, il faut aller à l'ambassade américaine. Faut leur prouver qu'on va bien faire le PCT. Pour traverser la frontière canadienne, eh ben, il faut remplir un papier avant parce qu'en fait, il y a pas, vous vous en doutez bien, on est au milieu de nulle part. Il n'y a pas de poste frontière, donc on rentre un peu illégalement dans le Canada. Donc, il faut dire, je vais rentrer dans votre pays entre tel jour et tel jour. On dit ça quasiment 7 mois avant, donc on fait environ. Et puis, je sais plus, il y a deux, trois autres papiers. Pour certains parcs, il fallait une autorisation spéciale. Mais globalement, je dirais le plus embêtant, c'est le visa américain, parce que voilà, bah déjà, c'est pas gratuit. Et puis, faut aller à Paris. Mais sinon c'est assez simple, hein. Et puis, bah, faut tomber sur le bon jour. Donc, c'est vrai que le jour des inscriptions, on était tous les deux avec Thibaut en mode à faire F5 sur notre site pour avoir le jour qu'on avait décidé. Voilà, parce que c'est quand même très demandé. Salut Fraise. Qu'est-ce que cette aventure m'a appris sur moi? Beaucoup de choses, énormément, enfin franchement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que j'aurais encore pu mieux en parler si on avait fait cette, ce webinaire il y a 1 ou 2 ans. Ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a appris que je suis peut-être moins solitaire que ce que je pensais, que moi je pensais vraiment que je pouvais passer 5 mois à marcher tous les jours et que ça m'irait très bien. Ben non. La solitude c'est bien de temps en temps, mais j'aime bien être avec des gens. Ça m'a appris qu'on pouvait faire beaucoup de choses qu'on avait envie de le faire. Alors c'est un peu bateau comme phrase, mais c'est vrai. Le fait voilà, j'avais envie de faire chaque kilomètre, ben, je les ai faits. Et quand je voyais les gens autour de moi aussi, c'était un peu pareil. Ils étaient étonnés de leur capacité, en fait. Enfin, aussi bien physique que mentale, s'accrocher quand il fait froid, et voir qu'en fait, si tout le monde est positif autour de nous, en fait, on reste tous positifs. Et j'ai vu une personne, alors bien sûr, c'était une Française, géniale, qui râlait.
sur le trail. Sinon, tout le monde, enfin, en 4 mois, j'ai rencontré une seule personne qui râlait. Sinon, tout le monde était toujours positif, tout le monde était content d'être là, tout le monde, enfin, et ça, je trouvais ça vraiment beau. Donc voilà, donc je réponds pas vraiment à la question, c'est vraiment pas facile. Mais voilà, en gros, ça m'a beaucoup appris les détails. Faudrait faire une séance de psychothérapie pour savoir exactement. Je parlais des calories. Au final, j'ai perdu combien de poids? Alors, faut savoir que je suis quelqu'un qui est fin. Je suis sec à la base. Donc, bon, j'avais bien mangé avant de partir. Je crois que je suis parti aux alentours des 70 kilos peut-être. Je suis descendu assez vite à, on va dire, mon poids de forme endurance, qui est aux alentours des 64 kilos. Euh, et après, je pense que dans certains passages, j'étais peut-être à 62, mais je crois que je me suis quand même globalement maintenu autour des 64-65, parce que je mangeais quand même beaucoup. Enfin, j'ai réussi à manger beaucoup et à compenser lors de mes... ce qu'on appelle les zero, c'est des jours où on ne marche pas, zéro en fait, tout simplement. Il y avait les zéros, les nero, donc c'est proche de zéro, et ça c'est les jours où on faisait peut-être 10 km, on faisait du stop pour aller chercher à manger, ou l'inverse, on revenait sur le trail et on marchait un peu avant de s'arrêter. Puis après, il y avait les jours complets, voilà. Mais globalement, j'ai pas perdu beaucoup de poids, et en compensation, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'ai gardé l'estomac est quand même vachement dilaté à manger autant, et que je suis retourné dans un monde sédentaire, j'ai pris du poids derrière. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de poids, donc j'ai pas pris énormément, mais j'ai jamais été aussi gros entre guillemets que peut-être 2 mois après le PCT. J'ai atteint 74 kilos. C'est exceptionnel pour moi. Petite dernière Pourquoi elle question, râlait? ouais. Et bravo le stéréotype, Ouais, oui. Eh celle ben, elle d'après. râlait, je ne sais pas, comme tous les Français râlent tout le temps. Parce que les Américains sont trop enjoués. Enfin, j'étais en mode, mais comment on peut râler parce que les gens sont enjoués? Voilà, parce que la nourriture était pas assez bonne. Voilà, j'essaie de me souvenir un petit peu. Elle râlait un petit peu sur tout, parce que pour elle, ah, elle m'avait tué sur ça. Alors, je ne vais pas dire du mal des gens, bon, de toute façon, j'ai plus son prénom. Elle m'avait dit, oui, c'est quand même pas très écolo. Et j'étais en mode, bah, on marche toute la journée et tout. Enfin, c'est pas très écolo, je sais pas ce que tu veux, mais là, ça devient compliqué d'être plus dur, quoi. Il y a des gens qui prennent des avions toutes les 2 semaines. Nous, on fait 6 mois en marchant. C'est pas non plus des vacances où on pollue beaucoup. Mais voilà, bon, voilà, pour l'anecdote. Une dernière question, Grégoire, c'est sur est-ce que tu as anticipé l'aventure avec une préparation physique particulière? Alors, comme je disais, moi, je suis quelqu'un qui adore la randonnée à la base. J'en faisais déjà beaucoup avant et j'ai la chance d'avoir un physique qui va avec. Du coup, j'ai fait un peu de préparation. J'ai fait du renforcement musculaire un petit peu, mais chez moi, enfin, chez mes parents à l'époque. Donc dans ma chambre à suivre des vidéos sur YouTube en gros, hein, pour bien préparer les jambes, pour pas avoir de problème au genou, qui est toujours quelque chose dont on a peur. Donc, pour bien être musclé du bas du corps. Je marchais, j'ai testé un peu mon matériel. Je marchais, bon, j'étais sur Nantes, donc je marchais avec des poids, je marchais avec un sac rempli de bouteilles d'eau pour m'habituer au poids du sac, avec des poids aux pieds, voilà, pour renforcer un peu, pour compenser le fait qu'il n'y a pas de dénivelé à Nantes. Donc je faisais des journées de 30 km. Et puis après, ben, mon voyage en Colombie, c'était aussi un peu ça. Je suis allé faire des sommets de 5-6 000 mètres en Colombie pour aussi m'acclimater à l'altitude. Après, ça peut paraître impressionnant et tout. Je rassure tout le monde, enfin tous ceux qui veulent le faire en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait ça, hein, qui sont arrivés, comme je le disais, sans aucune préparation, et ça s'est très bien passé aussi. Parce que c'est tellement long qu'au début, de toute façon, on marche 20-25 km par jour. Le corps s'habitue, au bout de 3 semaines, on est en forme, et à partir de là, tout va bien, quoi. Et au bout de 3 semaines, j'en ai pas parlé, il y a la fin du marcheur, Obesity Hunger, je crois, on disait. Et c'est en fait, on a faim tout le temps, tout le temps, tout le temps.
À partir de 3 semaines, en gros, ça arrive. Entre 2 semaines et un mois pour les gens. Voilà. Je vous, merci Grégoire. Je vais te redonner la parole, mais je vous partage juste, je ne sais pas si vous voyez, donc bon, tu en as déjà parlé du livre Wild de Cheryl Strayed et le film donc, qui en a été tiré avec Reese Witherspoon. Donc, permet comme ça d'avoir la version image et la version lecture de ce que tu as fait. Je vous conseille aussi, je ne sais pas si tu connais, on n'a pas parlé Grégoire, c'est Oui. ce livre-là qui est assez récent aux éditions Casterman. Je vous le conseille vraiment. C'est un format qui mélange et BD et texte. Je vous laisserai les références. C'est vraiment très intéressant. Ça raconte l'aventure. Je prends juste 2 minutes pour vous lire le résumé de ce que l'auteur explique de ce PCT. Tu vas me dire, Grégoire, si c'est quelque chose qui te parle ou pas. Alors, il dit, une centaine de personnes seulement parviennent chaque année à boucler le PCT. Entre le kilométrage monstrueux et la fenêtre météo extrêmement réduite, ce trek est impitoyable. Je triture encore mon sac à dos comme si je n'avais pas passé les 2 derniers jours à vérifier son contenu. Je crois que c'est une marotte, elle a toujours vérifié que le sac, il y a tout ce qu'il faut dedans et qu'on n'a rien oublié. Au nord, je devine l'étendue du désert derrière les collines environnantes. Cette langue de terres américaines sera mon foyer pour les 5 prochains mois. Le compte à rebours a déjà commencé, mieux vaut ne pas y penser. Donc c'est vrai, et puis c'est très, je vous le conseille, hein, c'est vraiment, on retrouve exactement ce que tu évoques, c'est plutôt bien fait. Et puis une autre lecture, alors là on n'est plus sur la côte ouest, mais je vous le conseille quand même, c'est assez rigolo. C'est là par contre, on traverse, on va vers les États-Unis, c'est l'Appalachian Trail. C'est un sentier lui qui part du Maine, donc au nord des États-Unis, nord-est, et qui descend vers la Géorgie. Il ne fait que 3500 km celui-là. Donc, tu vois, il y a une autre partie, il y a le pendant côté Est. Donc, voilà juste ce que je voulais ajouter. Grégoire, alors, je voulais te remercier parce que c'est super intéressant, super vivant. Et puis, je te remercie de ta disponibilité. Et puis, moi, j'ai été passionné la première fois. On s'est rencontrés à Nantes dans un bar où on a fait cette première rencontre et tu m'en as parlé. Et le soir à la maison, j'avais envie de le faire, le Pacific Crest Trail. C'est clair que c'est très, très. Déjà, le projet est très communicatif et toi, en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça donne vraiment envie. Après, on revient vite à la réalité quand on regarde ce que c'est, parce que déjà, la durée et l'énergie physique, qu'il faut. Donc, je te remercie beaucoup d'être intervenu ce soir. J'espère que vous avez eu le même plaisir à l'écouter et à découvrir ce qu'il a pu faire. Je vous laisse. Alors, il y aura un replay. Hein. On a prévu avec Grégoire que cette soirée sera rediffusée. Donc, tu as tes propres, ta page Facebook, tu partageras. L'association France-États-Unis partagera aussi. Le comité Nantes-Atlantique partagera aussi la vidéo hein, pour vous, vos proches, si vous voulez la revoir, ou des personnes qui n'ont pas pu y assister. On peut se discuter, échanger par mail également. Comme je l'avais promis, est-ce que vous le voyez? Vous voyez là ce que je partage ou pas? On voit le PDF France-États-Unis. Ah mince, alors attends, hop, c'est un petit clin d'œil que je fais, je vous ai dit tout à l'heure, au projet de Jérôme et Marion. Donc allez voir hein, sur. Alors c'est caché là par mon bandeau, mais il y a un site internet. Vous pouvez, je vous redonnerai les coordonnées, mais allez voir parce que eux c'est dans un an, c'est ça? Alors le micro est coupé. Vous voulez dire un petit mot? Ah bon, le son passe pas mal. Donc allez voir sur leur site si le projet. Grégoire, je te laisse le dernier mot hein, pour te remercier. Écoute, merci à toi Stéphane déjà, franchement, de m'avoir écouté la première fois qu'on s'est rencontrés déjà et de m'avoir permis de partager, enfin de vivre un peu cette aventure webinaire qui est très différente du PCT mais qui est aussi très intéressante.
Merci à tout le monde de m'avoir écouté. J'espère avoir fait passer comment dire, voilà, toutes les émotions que j'ai vécues sur ce Pacific Crest Trail et combien j'en suis encore amoureux aujourd'hui. Et puis voilà, merci tout le monde. Et puis voilà, bonne soirée. Je vais juste, si, revenir sur la BD Americana. Et c'est vrai que je la conseille parce que déjà, bah, c'est beaucoup plus récent que Chelsea Trail. Et en fait, au début, j'étais un peu décontenancé parce qu'il a vécu une aventure très différente de la mienne, mais sur le même parcours, enfin, il l'a fait environ de la même manière, mais en fait, il l'a vécu lui très différemment, et je trouve ça super intéressant, et ça veut dire qu'il y a vraiment, on peut tous, de toute façon, au moins essayer, et je pense qu'on peut tous réussir à le Ouais, faire. il a peut-être pas la même condition physique que toi. Exactement, il a Mm. vécu différemment en fait, voilà. Et voilà, comme je disais, moi j'aime bien la chaleur, mais j'aime pas le froid. Enfin voilà, c'est chacun ses points forts et ses faiblesses. Ouais. Bon, bah, merci à tous. Alors, pour répondre à la question, oui, on fait aussi des rencontres en vrai à Nantes et sa région. Donc, et puis, je pense que Grégoire, quand il remontera de Bordeaux, on aura l'occasion de se revoir aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir hein, sur notre page Facebook. On communique régulièrement sur les événements qu'on organise. Merci à vous, votre participation. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et puis, si vous avez encore des questions pour Grégoire, n'hésitez pas à passer hein, par l'association. Je relayerai avec grand plaisir vos questions ou vos mises en contact. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. À très bientôt, Grégoire. Et au revoir à tous. Au revoir.